Donc merci d'être venu participer à ce débat sur la fin de la mondialisation avec un point d'interrogation. Donc comme vous le savez sans doute, la dynamique du commerce international a beaucoup ralenti depuis la crise de 2008. Comme vous le savez aussi sans doute, il y a un monsieur qui s'appelle Trump qui a été élu à la présidence des États-Unis avec un programme assez protectionniste pour la première puissance mondiale. Le Congrès des États-Unis est en train de passer une loi fiscale qui prévoit notamment d'imposer à 20% les importations de produits à l'extérieur des États-Unis, etc. Est-ce que tout ça marque un tournant par rapport à la dynamique des 40 ou 50 années précédentes qui avait été marquée par un accroissement très fort à la fois du commerce international, du déploiement des multinationales à l'échelle mondiale, etc. Est-ce qu'on est à la fin de la mondialisation ou est-ce que ça veut dire autre chose ? Donc pour en discuter ce matin, 3 personnes, je vais vous les présenter dans l'ordre où ils vont intervenir à titre liminaire. Donc c'est d'abord Bruno Cabriac qui est directeur des études et des relations internationales à la Banque de France qui interviendra. Donc tout le monde ne le sait pas, mais la Banque de France joue un rôle très important pour l'appréciation de la position extérieure de la France, ses comptes extérieurs, et elle mène des études sur toutes ces questions aussi, sur l'investissement international, etc. Donc Bruno Cabriac nous dressera à la fois le portrait de la situation et ce qu'il pense de son évolution. Interviendra ensuite Flora Bellone, qui est professeure d'économie à l'Université Côte d'Azur, et qui vient de faire paraître un bouquin qui s'appelle « La compétitivité des pays » aux éditions La Découverte. Et enfin, Patrick Artus, donc, qui est... alors, je ne sais plus comment il faut le présenter, donc, chef économiste de Natixis et professeur associé à Paris 1, et qui vient de faire paraître un bouquin et qui en a discuté hier, je crois, qui s'appelle « L'euro par ici, la sortie » aux éditions Fayard, mais qui traitera ce matin d'autres sujets, même si les questions monétaires y seront sûrement présentes. Donc Bruno Cabriac, et donc vous avez la possibilité, vous le savez, de nous adresser des questions via un numéro qui doit être affiché quelque part, par SMS, que nous tâcherons de traiter. Donc Bruno Cabriac, tel que vous pouvez apprécier l'évolution à la fois du commerce international, des investissements internationaux, etc., est-ce que ce qui s'est produit depuis la crise de 2010 marque une rupture? Est-ce qu'on va vers un monde fractionné? Est-ce qu'on revient au protectionnisme, à votre avis? Merci, merci Guillaume. Je crois que vous avez parfaitement décrit le contexte de cette mode sur la fin de la mondialisation. Lorsqu'on tape dans Google en anglais la fin de la mondialisation, on voit que c'est effectivement un thème très, très à la mode. Il y a 3 livres remarqués qui sont sortis récemment et qui comprennent dans leur titre le terme « End of Globalization ». Alors je ne vais pas tous les citer, mais il y a un livre de Stephen King, un livre d'Emott, un livre de l'INSEE, peut-être Flora Bellone en parlera. C'est la fin de la mondialisation vue sous des angles qui sont très différents, mais toujours sur le même prisme qui est l'analyse finalement de la globalisation à travers les flux de commerce extérieur. Et pourquoi... On demande de parler plus fort, il doit falloir oui, plus près du micro. Peut-être plus près du micro alors. Et pourquoi à travers les flux de commerce extérieur? Eh bien parce que ça a été pendant longtemps, et ça reste aujourd'hui, pour beaucoup, le thermomètre principal de l'évolution de la mondialisation.
Or, bien avant le contexte politique que Guillaume Duval a tracé, l'élection de Trump, le Brexit, etc., on a assisté effectivement à un ralentissement de la croissance des flux de commerce extérieur. Et cette phase d'hyperglobalisation qui a commencé à peu près à la fin des années 90, au début des années 2000, que certains situent au moment où, en termes d'ouverture globale, on a dépassé le pic de 1914, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu une première phase de globalisation en termes de flux de commerce extérieur et d'ouverture aux flux de commerce très forte jusqu'à la Première Guerre mondiale, et après un flux de recul. Pardon ? Ça ne s'était pas très bien terminé. Ça s'est pas très bien terminé, je ne pense pas qu'il y ait de lien entre les deux, mais après, tout est discutable. Et donc il y a eu une deuxième phase de globalisation à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui, elle, s'est bien terminée, fort heureusement, et certains situent une phase ultime, en tout cas une autre phase, une phase d'hyperglobalisation à partir du moment où on a dépassé le pic de 1914. Or, qu'est-ce qui se passe à partir du deuxième semestre 2011, du début 2012 ? Il y a un ralentissement de la croissance du commerce extérieur, et notamment un ralentissement de ce qu'on appelle l'élasticité de la croissance du commerce extérieur par rapport au PIB. Pendant la période précédant la crise... Il faut expliquer un peu, oui. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Oui, et donc normalement, si le commerce extérieur et notamment les importations croissent plus vite que votre PIB, ça veut dire tout simplement que le ratio d'ouverture, le ratio importation sur PIB augmente. Et si le ratio importation sur PIB augmente, c'est un des indicateurs, un des thermomètres de la mondialisation. Or, cette croissance des importations, cette croissance du commerce international, pendant la période avant la crise de 2007, elle était 2 fois plus rapide que celle du PIB mondial. Ce qui voulait dire effectivement une progression extrêmement rapide de la mondialisation. À partir de 2011, cet indicateur recule à 1,3 sur la période 2012-2015, donc une chute très forte. Et en 2016, il y a un véritable trou d'air et on passe à un ratio qui est inférieur à 1. Donc les importations croissent moins vite que le PIB. Donc au lieu de continuer à croître, si vous voulez, le taux d'ouverture de l'économie recule. Donc de nombreux travaux ont été menés sur cette question. On en a mené dans un réseau de banques centrales de l'Eurosystème. Et ces travaux analytiques, la conclusion est relativement optimiste par rapport à cette évolution du commerce extérieur. Première conclusion, une partie importante de ce ralentissement est expliquée par des effets de composition géographique du commerce extérieur, avec une montée en puissance de pays qui ont une élasticité du commerce extérieur moins forte, une composition sectorielle avec une montée en puissance dans les économies effectivement de la tertiarisation des services qui sont beaucoup moins, même s'ils croissent très rapidement dans le commerce international, qui sont beaucoup moins échangés internationalement, et un effet de composition de la demande. Parce que pendant cette période, il y a eu moins d'investissement, et l'investissement est un des composants de la demande dans lequel il y a le plus de contenu en importation. Donc, l'essentiel de ce ralentissement qu'on a constaté est dû à des effets de composition. Après, il y a derrière des effets structurels. Mais ces effets structurels sont plutôt le ralentissement de facteurs qui avaient été extrêmement favorables dans la période précédente, qu'un véritable tournant et qu'une véritable fin de la globalisation. Il y a d'abord la baisse des tarifs douaniers. Et cette baisse s'est ralentie parce qu'on est aussi arrivé à des niveaux de tarifs douaniers qui sont très faibles. Il y a la baisse des coûts de transport. Cette baisse des coûts de transport s'est ralentie. On ne sait pas si c'est un tournant, un véritable tournant structurel, mais là aussi, elle avait été extrêmement forte dans les années précédant la crise de 2007. Il y a enfin le ralentissement de l'approfondissement financier
dans un certain nombre de pays, notamment des pays émergents, qui avait permis de financer aussi le commerce international. Parce que le commerce international a besoin de crédit, a besoin de financement pour se développer. Donc globalement, la conclusion de ces travaux, c'est qu'il n'y a pas véritablement de rupture structurelle dans les évolutions de commerce international. Il y a juste la fin d'une période exceptionnelle pendant laquelle il y avait eu une progression extrêmement rapide de l'ouverture, extrêmement rapide de l'élasticité du commerce international à la croissance, et on devrait revenir vers une période de normalisation dans laquelle le commerce international continue à progresser et continue à progresser à peu près à la vitesse du PIB, ce qui est normal dans un système stable. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, l'analyse en termes de flux du commerce international. Maintenant, le deuxième point que je voudrais faire, c'est que ce thermomètre n'est pas peut-être le thermomètre le plus pertinent, ou en tout cas ne doit pas être le seul thermomètre de la mondialisation. Alors pourquoi ça ne doit pas être le seul thermomètre de la mondialisation? Eh bien, d'abord parce que les flux de commerce international sont des flux qui sont des flux bruts. Et donc, par exemple, ils sont liés à la taille des chaînes de valeur. Si pour faire le même produit qui va être utilisé par le consommateur, vous êtes obligé de traverser 30 fois les frontières ou 15 fois les frontières, eh bien, ça n'aura pas du tout le même effet en termes de flux du commerce international. Or, la taille des chaînes de valeur n'a, en tout cas de mon point de vue, rien à voir avec la mondialisation. La vraie thermomètre de la mondialisation, c'est la spécialisation des pays par rapport à leur avantage comparatif, et ça, effectivement, c'est un vrai indicateur de mondialisation. Mais que vous traversiez 20 fois les frontières ou 10 fois dans le cadre des chaînes de valeur internationales, ça n'est pas vraiment, pour moi, un indicateur pertinent de la mondialisation. Or, c'est ça qui est pris dans les flux bruts de commerce international. Plusieurs institutions ont essayé de travailler sur une analyse du commerce extérieur en termes de valeur ajoutée et non plus de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si la Banque de France a participé. Tout à fait. C'est un travail très lourd. Donc l'OCDE et l'OMC ont fait des statistiques de commerce international en valeur ajoutée qui sont beaucoup plus effectivement intéressantes pour l'analyse. Le problème, c'est qu'elles sont faites sur la base d'hypothèses qui peuvent être contestables, et donc il y a de nombreux caveats à l'utilisation de ces données. Et puis, ce sont des données qui sont faites ponctuellement, et donc on n'a pas la continuité des séries temporelles pour pouvoir analyser de façon précise le commerce international, mais ça apporte effectivement un éclairage qui est beaucoup plus pertinent. Le deuxième problème avec les flux de commerce international, c'est le problème des échanges intragroupes. Il y a de plus en plus d'échanges intragroupes dans le cadre des chaînes de valeur dont on parlait tout à l'heure. Or, il y a des problèmes de statistiques sur les échanges intragroupes. Le problème des prix de transfert. Vous ne facturez pas à l'intérieur de groupes. J'explique juste en une seconde ce que c'est que en intragroupe, pour des raisons d'optimisation fiscale, de comptabilité analytique, vous ne facturez pas forcément au juste prix. Or, c'est bien le prix qui va apparaître dans les flux de commerce international, et donc ça biaise aussi considérablement l'analyse des flux de commerce international. Plus généralement, il y a un problème de détermination des prix du commerce international. On est beaucoup moins capable de suivre de façon fine les prix du commerce international. Alors, je ne rentrerai peut-être pas dans les détails là, mais le partage volume-prix est important. Et puis, il y a une montée en puissance des services dans le commerce international. Et là, on a beaucoup plus de mal que dans le commerce des biens à interpréter les flux, particulièrement vrai, par exemple, sur les services financiers ou les services globaux. Et enfin, il y a des problèmes de mesure qui sont aussi dans les flux de commerce international, mais qui sont plus généraux dans l'ensemble de l'économie, liés à la digitalisation de l'économie.
Par exemple, tous les flux, les difficultés qu'on a à essayer de taxer les GAFA, de localiser l'activité des GAFA, c'est quelque chose qui se retrouve, ou plutôt qui ne se retrouve pas dans les flux de commerce internationaux. Et donc, c'est plus une mesure, ou en tout cas la seule mesure de la globalisation. Ce qui est vrai pour les flux de commerce extérieur est vrai, mutatis mutandis, pour les flux financiers. Vous en parliez tout à l'heure. Il y a eu aussi, après la crise, une réduction des flux financiers transfrontières. Mais les flux financiers transfrontières, que ce soit les flux d'investissement direct étrangers, que ce soit les flux bancaires, ne sont pas forcément, eux aussi, une bonne mesure de la globalisation au sens des échanges de capitaux. Et je prends juste un exemple pour illustrer ça. Si une entreprise d'un pays étranger rachète, par exemple, en France, à travers sa filiale française et financée par une banque française, une entreprise française, il y aura bien un transfert des droits de propriété et donc quelque part une globalisation. Et je pense que c'est un bon exemple de globalisation sans qu'il y ait du tout un flux transfrontière. Et un autre exemple, c'est qu'on a eu beaucoup de mal dans la crise à essayer de voir les répercussions des problèmes de stabilité financière dans un pays vers un autre pays, parce qu'on utilisait effectivement les expositions en termes de flux et de stocks financiers, mais ça ne traduisait pas les flux de contagion et la corrélation entre les marchés boursiers et les prix d'actifs d'un pays à l'autre. Et enfin, je voulais finir par deux remarques. La première, c'est que la fin de la mondialisation, c'est aussi lié, enfin, ce bruit autour de la fin de la mondialisation est aussi lié à deux problèmes qui pèsent sur ces perspectives. Le premier problème, c'est un problème dont on a beaucoup parlé, dont on parle moins, mais dont on reparlera certainement dans le futur, c'est le problème des déséquilibres globaux. C'est le fait que les échanges extérieurs sont durablement déséquilibrés pour un certain nombre de pays. L'Allemagne est structurellement excédentaire, les États-Unis sont structurellement déficitaires. Alors, là aussi, on a tendance à le regarder beaucoup en termes de flux. Le problème le plus important est certainement un problème en termes de stock, parce qu'au fur et à mesure que les déséquilibres s'accumulent, ça veut dire qu'il y a un pays qui accumule des actifs sur le reste du monde. Et à l'inverse, il y a un pays qui accumule des dettes, enfin les pays déséquilibrés, les pays en déficit, accumulent des dettes à l'égard du reste du monde. Ce qui est possible pour des pays crédibles comme les États-Unis en flux, à partir d'un certain moment, devient difficile en termes de stock. Il y a des problèmes d'endettement, mais aussi c'est des problèmes politiques. C'est-à-dire que si l'Allemagne commence à posséder une partie importante de tous les actifs des pays de la zone euro parce qu'elle a accumulé pendant longtemps des excédents, ça peut créer des problèmes politiques. Et l'autre problème, je ne l'évoquerai pas parce qu'on en parlera certainement, c'est les coûts de la mondialisation en termes d'inégalité. Mais ça, j'imagine qu'on va y revenir dans le débat. Et la deuxième remarque, c'est sur la troisième phase, et la dernière, c'est sur la troisième phase de mondialisation, mais je crois que Flora Bellone en parlera beaucoup mieux que moi. Elle est marquée, et le bon indicateur, je pense, sera celui des flux de données. Aujourd'hui, c'est un élément clé, les flux de données, les flux d'informations. Il paraît difficile de les arrêter aux frontières, et je pense qu'on ne les arrêtera pas aux frontières, et c'est pour ça que ce n'est pas la fin de la mondialisation. C'est au contraire l'ouverture d'une troisième phase qui sera encore plus puissante. Et le deuxième élément important dans cette troisième phase de mondialisation, c'est que je crois qu'il y a une perception de plus en plus forte des interdépendances, et qu'on peut approcher à travers cette idée des biens publics mondiaux qui est apparue il y a une vingtaine d'années, mais qui devient aujourd'hui encore plus prégnante. Et l'exemple type, c'est effectivement la lutte contre le changement climatique. On a une perception que cette interdépendance
elle est vraiment globale, elle est vraiment importante et elle nécessite d'impliquer absolument tous les acteurs. Et on n'est plus passé d'un monde dominé par les États-Unis à un monde multipolaire, mais à un monde où tous les plus petits pays, toutes les plus petites entités ont un pouvoir de nuisance important et doivent être associés pour la réduction ou pour la résolution des problèmes liés aux biens publics mondiaux. Bien, merci. Donc il y a des raisons conjoncturelles significatives au ralentissement de la croissance du commerce mondial. Il y a là-dessus aussi des raisons structurelles qui vont dans le même sens. En même temps, ce n'est pas un drame si le commerce international se met à croître au même niveau que le PIB. Par ailleurs, se cachent derrière tout ça aussi des évolutions structurelles de l'économie qui font que les indicateurs qu'on utilise souvent ne sont pas forcément les plus pertinents. Mais je crois qu'on va revenir beaucoup sur ces questions avec Flora Bellone, qui voulait en particulier insister sur la question de la numérisation et de ce que ça change dans l'organisation des entreprises et dans l'organisation des chaînes de valeur et dans toutes les questions qu'on débat là. Merci beaucoup, Guillaume. Donc bonjour à tous. Effectivement, je vais poursuivre ce débat en repartant en fait du propos introductif de Guillaume qui disait que ce grand débat sur la fin de la mondialisation, il a été lancé par des facteurs conjoncturels qui sont la crise de 2008 qui a effectivement engendré un repli très fort des flux de commerce et beaucoup plus récemment, l'an passé, un an jour pour jour, l'élection de Donald Trump sur un programme cataclysmique pour la mondialisation avec la promesse de remontée de mesures protectionnistes très très fortes. Où on en est aujourd'hui de ces deux causes conjoncturelles? Eh bien, pas grand-chose de très... Enfin, pour le moment. Donc, les flux sont remontés, on est reparti sur les niveaux de commerce pré-crise. Donc, on n'a pas poursuivi dans cette tendance. Et par ailleurs, les menaces protectionnistes de Trump ne se sont pas concrétisées du tout à la hauteur de ce qu'elles ont été annoncées. Donc, on a eu hier, pour ceux qui ont participé, une table ronde sur la guerre commerciale aura-t-elle lieu? On peut tout à fait craindre qu'elle ait lieu, qu'il y ait effectivement cette tendance à cette implosion du système multilatéral, mais elle n'a pas encore eu lieu. Voilà, Donc, néanmoins, est-ce que ça veut dire que la question qui est posée sur le devenir de la mondialisation ou sur la fin de la mondialisation est une fausse question? Bien, en fait, pour ma part, pas du tout. C'est une vraie question, mais qui est liée aux tendances de beaucoup plus long terme, beaucoup plus structurelles de la mondialisation. Et donc, le thème de ces GECO, c'est comprendre le passé pour construire l'avenir, et ça s'applique vraiment à cette conférence sur la mondialisation. Donc, le premier argument que je vais développer, le premier message, c'est qu'il y a bien la fin d'une mondialisation qui est celle dans laquelle on a vécu sur tout le XXe siècle, voire même, si je suis Richard Baldwin par exemple, depuis la révolution industrielle jusqu'à une date assez précise, 90, les années 90 et la révolution du numérique. Donc cette première grande phase de mondialisation qui a eu des vagues, il y a eu évidemment le repli. Plus près du micro. Cette première grande phase de mondialisation, elle a été essentiellement portée par la baisse des coûts de transport, comme on l'a signalé, mais dans un contexte très asymétrique dans un certain sens, et que cette baisse s'est faite alors que les coûts de transfert des connaissances et de l'information, eux, restaient très élevés comparativement à cette baisse des coûts de transport. Donc la vraie rupture qui se produit actuellement, qui fait qu'on est rentré dans une nouvelle phase de mondialisation différente, c'est que les coûts de transfert de ces connaissances, de ce savoir-faire, ont radicalement chuté avec les technologies numériques et ont effectivement conduit à l'essor sans précédent des chaînes de production mondiales. Donc aujourd'hui, la mondialisation actuelle et celle qu'il faut comprendre où elle nous mène, c'est cette mondialisation qui est faite
par l'essor de ces chaînes d'activité mondiale. Alors les multinationales, c'est pareil, ça fait très longtemps qu'on en parle, qu'on les fantasme un peu. Dans les années 80, les multinationales ont commencé à les voir comme des léviathans qui contrôlaient ou qui pouvaient imposer leur volonté aux États. Mais en fait, ces multinationales, à ce moment-là, étaient des multinationales qui s'étendaient énormément dans des flux nord-nord, enfin, Japon, Europe et États-Unis. On était dans des expansions qui étaient essentiellement poussées par des investissements horizontaux, prendre les marchés. Aujourd'hui, le changement radical qui s'est opéré depuis le tournant des années 90 et qui ne fait que s'accentuer, c'est que ces multinationales fragmentent leur chaîne de valeur pour profiter des opportunités de différences de salaires très fortes qui sont dans le monde, et parce que cette fragmentation, cette délocalisation au profit des pays émergents est possible grâce à la baisse de ces coûts de coordination, de ces coûts, et à la possibilité que le savoir-faire de ces multinationales puisse être transféré efficacement et combiné avec du travail peu cher dans ces pays-là. Donc, premier message, on a changé radicalement de monde, de mondialisation. On ne vit plus dans le même monde, et si on cherche à comprendre les effets de la mondialisation aujourd'hui et son devenir avec nos grilles de lecture passées, donc les avantages comparatifs des pays, ou les gains de variété par les échanges intra-branches de pays finis, donc des voitures allemandes contre des voitures françaises au bénéfice de tous, on ne va pas comprendre les enjeux de la mondialisation actuelle, et on ne va pas donc pouvoir bien analyser vers où elle nous mène. Mais ça fait quand même 30 ans que ça dure, cette affaire de transfert de connaissances, etc. Eh bien, voilà. Alors, c'est toujours l'argument qu'on avance de dire « mais ça fait 30 ans que ça existe ». La question, c'est l'échelle à laquelle ça se produit, et c'est les possibilités, c'est-à-dire que l'essor de ces chaînes d'activité est sans précédent. C'est vraiment la question d'échelle. Elle a nourri donc l'essentiel de l'augmentation des flux de commerce des années 90 aux années actuelles. C'est les flux de composants, les flux de commerce intermédiaires, et c'est des flux sud-nord, nord-sud, et non plus des flux nord-nord. Donc ça a changé radicalement de nature. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a imaginé depuis longtemps, qu'on a attendu depuis longtemps, mais ça se produit maintenant, en fait. Voilà. C'est la question quantitative de l'ampleur de ces flux. Donc, lié à ça, il y a clairement une façon de voir la mondialisation sur le très long terme qui est la suivante, qui est une façon de la voir sur une logique d'agglomération. Donc, les grands gagnants, les grands pays gagnants de la mondialisation depuis la révolution industrielle jusqu'à la fin du XXe siècle, ce sont les grandes nations industrialisées qui ont bénéficié, il n'y a pas de méchants et de gentils, mais qui ont bénéficié par la baisse des coûts de transport et par le caractère localisé des flux de connaissances, d'un phénomène d'agglomération industrielle et d'innovation en leur sein, qui ont beaucoup profité des échanges mutuellement avantageux entre eux. Mais les grands perdants de cette première grande mondialisation, ce sont la Chine et l'Inde au XIXe siècle et leur désindustrialisation, et ce sont encore plus ces pays et des pays en voie de développement qui se sont au XXe siècle, enfermés dans des spécialisations agricoles appauvrissantes. Donc on le mesure mieux, on le voit mieux. Il y a eu vraiment un impact très négatif pour certains de ces pays. D'autres ont réussi à tirer leur épingle du jeu par des logiques d'agglomération, mais je ne poursuivrai pas plus sur ça. La seule chose qui est importante, c'est que dans la bascule qui s'opère actuellement, il se pourrait que les grandes nations industrialisées viennent du côté des pays perdants de la mondialisation actuelle, heurtés par la mondialisation actuelle. Or, les règles du jeu actuel de la mondialisation, la libre circulation des marchandises, la libre circulation des flux de capitaux et l'absence de mobilité du travail, ce sont des règles qui ont été érigées par les gagnants, enfin qui sont à l'avantage des gagnants. Et ces règles se retournent un peu contre leurs intérêts actuellement. Donc ça, c'est la première chose. Néanmoins, est-ce que ça veut dire qu'il y a des forces inéluctables qui vont pousser ces pays à sortir de la mondialisation?
Pas du tout forcément, parce qu'au sein de ces pays, il y a des intérêts économiques très importants, ceux des grandes entreprises, ceux des travailleurs qui profitent de la mondialisation, qui sont toujours tout à fait, qui tirent parti de cette mondialisation. Donc il y a des conflits d'intérêts très forts qui peuvent pousser dans un sens ou dans l'autre, et on le voit dans les élections politiques dans nos pays. Le deuxième message que je voudrais passer, donc on est là, juste pour conclure, face à vraiment un risque, effectivement, de désintégration un peu douloureuse, mondiale, avec ces très forts conflits d'intérêts entre les pays et au sein des pays, entre ceux qui bénéficient de la nouvelle forme de mondialisation et ceux qui en pâtissent. Le deuxième message important... Mais ceux qui en bénéficient ne sont pas forcément les gens très qualifiés, finalement, d'après ce que vous dites. Alors, là aussi, c'est une autre dimension de la nouvelle mondialisation, c'est qu'elle frappe de manière extrêmement imprévisible et diffuse. En fait, c'est tous les métiers qui peuvent être routinisés, délocalisés et qui peuvent, pour nos économies, du jour au lendemain, être délocalisés dans un pays où ils peuvent être faits de manière beaucoup moins chère. Donc effectivement, ce n'est plus uniquement des métiers non qualifiés. Quand un ingénieur indien est payé 10 fois moins qu'un ingénieur français à qualification égale, un métier qualifié peut partir s'il peut fonctionner avec une certaine distance. Voilà, si on peut fonctionner avec cette distance du fait des coûts de communication. Donc, ça c'est le premier point. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop d'autres. Non, il y en a juste un deuxième. Le deuxième message, c'est pour rebondir sur ce que disait juste avant donc Bruno, sur l'idée que est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que les flux de commerce ne croissent pas aussi vite que le PIB, donc sur le long terme. Alors, sur cette question-là, il n'y a absolument aucune logique économique fondamentale pour que les flux de commerce croissent inéluctablement. On devrait arriver à une sorte de stabilité sur le long terme. Pourquoi ? La croissance peut être nourrie indéfiniment. Il y a beaucoup de débats actuellement sur le ralentissement, la stagnation séculaire, le fait que le progrès technique serait de plus en plus dur à développer, qu'on aurait... Il y a des problèmes écologiques aussi. Voilà, la contrainte écologique. Donc on peut voir des limites à la croissance, mais logiquement, on peut aussi penser que le progrès technique peut desserrer toutes ces limites. Il y a des optimistes qui pensent que la technologie va nous desserrer ces verrous. Est-ce qu'il y a la même chose pour le commerce? Est-ce que le commerce est amené à croître sans cesse, à prendre une part toujours plus large du PIB? Non, il n'y a aucune logique à ça. Le commerce doit se stabiliser à un certain niveau, donc on doit arriver à une démondialisation, on va dire, progressive et naturelle, qui serait liée au fait que les différences de niveau de développement entre les pays rééquilibre. Quand il n'y aura plus ces écarts de salaire aussi forts qu'il y a actuellement entre les pays, il y aura beaucoup moins d'intérêt de faire les produits 15 fois le tour du monde ou 30 fois. Donc quand il y aura eu ces rééquilibrages en termes de différence de salaire, quand la connaissance se diffusera très facilement, il n'y aura aucune raison, ça sera une réponse inefficace de faire circuler des biens sur toute la planète quand la technologie peut circuler et qu'on peut produire plus près des consommateurs finaux. Donc la logique veut qu'il y ait une fin de l'hypermondialisation des flux de commerce. Mais on est dans un monde trop déséquilibré actuellement pour qu'on y soit encore. Donc en gros, il y a deux voies, soit une démondialisation progressive et un peu heureuse, où on sera tous plus égaux à terme, soit du fait des conflits d'intérêts très forts et très nouveaux que l'on connaît aujourd'hui, une désintégration un peu plus brutale. D'accord. Donc on n'a pas eu pour l'instant la guerre commerciale qu'on nous promettait. C'est pas pour autant une raison de penser que cette question de la fin de la mondialisation est une fausse question. Il y a vraiment des choses structurelles très lourdes derrière, notamment qui tiennent à la baisse du coût de transfert des connaissances qui change vraiment la donne par rapport à la phase antérieure marquée par la baisse des coûts de transport. Après, il peut y avoir effectivement un fort ralentissement des flux commerciaux qui n'est pas forcément
un signe de fin de la mondialisation. C'est vrai que, enfin, si vous me permettez une remarque supplémentaire à un titre personnel, c'est vrai que ce qui m'a toujours frappé, c'est que des boîtes comme Coca-Cola, des boîtes comme McDonald's ont un impact mondial évidemment majeur, et ça ne se traduit par quasiment rien en termes de flux commerciaux, en tout cas, puisque c'est des gens qui font embouteiller sur place, qui font produire sur place et qui s'approvisionnent aussi sur place dans ce qu'ils vendent dans les différents pays. Mais pour terminer ce tour initial, donc Patrick Artus, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je crois que vous vouliez insister sur une dimension particulière, un peu sous-estimée dans ces questions-là, qui est la dimension financière. Mais je me permettrai aussi de vous poser une question qui revient déjà beaucoup dans les questions qui me sont adressées ici. C'est, on a beaucoup parlé, on a été assez descriptif jusqu'ici. S'il y a des poussées protectionnistes, et aussi parce que la phase antérieure de mondialisation a eu des inconvénients majeurs dans les pays en termes d'inégalité, etc. Est-ce que la fin de la mondialisation, après tout, ce ne serait pas une bonne nouvelle? C'est un peu la question aussi qui m'est posée. Oui, je vais pas évidemment répéter ce qu'ont dit très bien Bruno et Flora sur les aspects réels. Je vais partir de ça. Et je voudrais continuer en disant, et ce sera mon second point et mon point essentiel, qu'il ne faut absolument pas se concentrer uniquement sur la mondialisation liée aux échanges commerciaux, hein, la mondialisation de l'économie réelle, mais que la mondialisation, la globalisation financière sont largement plus impressionnantes et peut-être plus importantes encore que ce qui vient d'être décrit sur les économies réelles. Sur le protectionnisme, il y a des faits... Enfin, la question, clairement, nous voyons revenir une certaine forme de protectionnisme. Alors, Flora a appelé ça la production auprès du consommateur. Si vous essayez de vendre des Rafales aux Indiens, vous devez les fabriquer en Inde, quoi, je dirais. Et probablement, il y a 20 ans, vous les auriez fabriqués en France. Et on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Brésil, enfin, dans tous les pays. Lisez l'interview d'Emmanuel Macron hier sur les marchés publics en Europe. Enfin, on est dans une phase où on va aller plus près du consommateur pour produire. Alors, je suis d'accord que c'était rendu facile aussi par le fait qu'on peut transférer la technologie. On peut faire fabriquer ailleurs avec des modèles qui ont été définis dans n'importe quel pays. Mais ça correspond quand même à une volonté politique forte. Alors, est-ce qu'on peut justifier cela? Est-ce qu'il y a un fondement rationnel à un certain protectionnisme? Appelons ça à cette tendance à la production près du consommateur. Dans certains cas, oui. Les Chinois, par exemple, mettent en place de façon très claire ce qu'on pourrait appeler une espèce de protectionnisme stratégique. Et ça revient à ce que tu disais sur les pays émergents. Dans certains cas, si on veut développer une industrie qu'on considère comme stratégique, il faut la protéger initialement. Alors c'est des vieux trucs dans la littérature du développement. Hein, et sinon, on est dans une trappe... à pauvreté et dans une trappe à spécialisation productive en bas de gamme. Donc il faut avoir une vision dynamique du protectionnisme ou de la spécialisation internationale. Donc ça vaut la peine dans certains cas de perdre les bienfaits de l'ouverture extérieure pour développer domestiquement une nouvelle industrie, et quand elle est suffisamment dynamique, grosse et efficace, à ce moment-là, ouvrir les frontières. Hein. Et c'est ce que les Chinois font par exemple sur les boîtes de l'Internet. Hein, Baidu, Alibaba, Tencent, etc. se développent dans un marché intérieur qui est totalement protégé, et qui a l'avantage en plus d'avoir 1,4 milliard de consommateurs. Hein. Et après, une fois qu'elles sont suffisamment grosses, attaquent le marché mondial, se font coter aux États-Unis et se développent dans le reste du monde. Donc il ne faut pas jeter un protectionnisme stratégique intelligent, il me semble. Hein. Et l'Europe a été assez naïve peut-être de ce point de vue. Est-ce que Trump aujourd'hui c'est ça? Non. Je veux dire, protectionnisme sur l'acier, les pneus, etc. On ne peut pas dire que c'est du protectionnisme stratégique intelligent. Ce que protège Trump, c'est la vieille industrie US. Donc là, on est dans un autre symptôme qui est le rejet de la disparition des vieux emplois dans la vieille industrie, qui est un symptôme purement politique, mais qui ne peut pas être rationalisé. Il n'y a pas de raison. Mais par contre, ce que font les Chinois est sans doute très intelligent. Mais peut-être on reviendra sur ce point avec les questions.
Donc je crois, pour répondre à la question plus provocante, est-ce que c'est une bonne chose que la mondialisation s'arrête? À nouveau, oui, à condition que vous soyez capable de montrer un avantage stratégique de moyen terme pour les pays à mettre certaines barrières, hein, et à développer des entreprises nationales. On était hier dans un autre débat où on déplorait l'absence totale de grandes entreprises européennes dans l'Internet, dans les énergies renouvelables, dans les voitures électriques. Enfin, donc c'est quand même assez... Ce qui évidemment pose cette question du protectionnisme stratégique. Alors je vais à mon point le plus important, parce que c'est le point qui était moins traité déjà par mes deux voisins, qui est la question de la globalisation financière. Juste un ordre de grandeur. Alors, si on mesure de façon très traditionnelle la globalisation économique par le poids du commerce dans le PIB, hein, export plus import divisé par PIB, la globalisation économique a augmenté de 50% depuis 1990. Si vous prenez les pays de l'OCDE, par exemple, le poids du commerce dans le PIB est passé de 30 à 45%. Si vous mesurez la globalisation financière par le poids des dettes extérieures brutes, et je dirais dans un instant pourquoi c'est brut, et des actifs extérieurs bruts. Brut, ça veut dire que vous ne faites pas la différence entre les actifs et les dettes, hein. Donc vous regardez d'un côté toutes vos dettes vis-à-vis du reste du monde, pour un pays, et de l'autre côté tous vos avoirs dans le reste du monde. Donc si vous faites la somme de ces actifs et de ces dettes brutes, vous trouvez qu'ils sont passés de 100% à plus de 400% du PIB. Donc ils ont été multipliés par 4 depuis 1990. Donc la globalisation financière, elle est 8 fois plus grosse que la globalisation de l'économie réelle. Et on en parle beaucoup moins, hein, mais c'est quand même... Alors elle ralentit aussi. Le ralentissement est intéressant, juste une note de bas de page. Ce ralentissement de la globalisation financière, il est uniquement dû à l'arrêt des flux de capitaux transfrontières à l'intérieur de la zone euro. Voilà. Donc c'est un truc qu'on parlait dans un autre débat ici, il y a 2 jours d'ailleurs, hein, pour que les capitaux ne circulent plus entre les pays de la zone euro. Mais si vous corrigez de ça, pour le reste du monde, la globalisation financière continue. Il faut bien regarder les dettes et les actifs bruts, et je vais prendre l'exemple des États-Unis. Les États-Unis ont une dette extérieure nette. Ils ont je crois que c'est toi, Bruno, qui l'évoquait, ils ont un déficit extérieur, hein. Donc ils accumulent de la dette. Mais si vous regardez que ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que le reste du monde est extrêmement gourmand de la dette du Trésor américain. Et donc, les États-Unis ont une dette extérieure brute qui augmente énormément parce qu'ils fournissent l'actif sans risque mondial, hein, qui est la dette du Trésor américain. Et utilisant ces entrées de capitaux de gens qui achètent de la dette publique des États-Unis, ils investissent dans le reste du monde, essentiellement en actions. Soit en actions, soit en achat d'entreprises. C'est ce qu'on a appelé le rôle des États-Unis comme banquier du monde. C'est comme une banque qui collecte des dépôts et qui fait des prêts. Les États-Unis collectent des dépôts, c'est de l'épargne qui cherche des emplois sans risque, hein, en vendant leur dette publique, et avec cet argent investissent dans le reste du monde. Mais est-ce que ce n'est pas justement un des facteurs sur lesquels la mondialisation pourrait s'arrêter un peu brutalement? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on reste dans ce que les économistes appellent la rareté de l'actif sans risque mondial. C'est-à-dire qu'il y a un très grand appétit mondialement pour trouver un actif sans risque. Les épargnants n'ont pas un énorme appétit pour le risque mondialement. Et donc, ils ont besoin d'un actif sans risque. Et de façon dominante encore, ce rôle est joué par la dette publique des États-Unis. Chaque fois qu'il y a une crise, d'ailleurs, vous voyez que tout le monde se rue pour acheter de la dette publique des États-Unis, même quand la crise est aux États-Unis, ce qui est quand même assez marrant à regarder. Alors, et donc, ceci, c'est le vecteur de la mondialisation du modèle capitaliste américain. C'est un point extrêmement important. Bien que les États-Unis aient un déficit extérieur, comme ils ont ce rôle de transformation de l'épargne mondiale en prise de contrôle des entreprises, hein, eh bien, ils peuvent avoir un modèle capitaliste dominant tout en n'ayant eux-mêmes pas assez d'épargne. C'est aussi un autre truc paradoxal, mais qui est très important si on veut comprendre le rôle des États-Unis dans la globalisation financière. Troisième point, si tu me donnes encore 2 minutes, Guillaume, je vais vite. C'est aussi le même mécanisme, y compris pour la mondialisation technologique. C'est quand même aussi le brain drain qui leur permet de compenser un mauvais système éducatif interne. Le système éducatif est catastrophique, mais 90% des étudiants, j'exagère, c'est pas 90, mais enfin 75% des étudiants en PhD sont étrangers. C'est exactement le même modèle. Alors, qu'est-ce que ça fabrique, la globalisation financière? Ça a des effets extrêmement importants. Alors, je vais prendre 3 exemples pour ne pas être trop long, mais après, on aura le temps de débattre avec vous. Chaque pays a donc des dettes et des actifs extérieurs de taille tout à fait considérable, hein. Et on s'est aperçu, par exemple, qu'une dévaluation du taux de change avait plus d'effets en changeant la valeur de ces dettes et ces actifs extérieurs que d'effets sur le commerce.
Donc l'économie est plus affectée lorsqu'il y a dévaluation du taux de change par les effets financiers que par les effets directement sur la compétitivité et les exportations. Comment ça marche? Vous avez en général une dette extérieure qui est dans votre monnaie et vous avez des actifs extérieurs qui sont dans la monnaie des autres. En tout cas, c'est le cas pour prenez la France ou les pays de l'OCDE. Parce que quand on a des actifs à l'étranger, bien sûr, c'est dans la monnaie des pays où on a ces actifs et on vend de la dette qui est des euros aujourd'hui. Et donc, quand vous dévaluez, la valeur de vos actifs extérieurs qui sont dans des devises du reste du monde augmente dans votre monnaie, puisque votre monnaie se déprécie par rapport à la devise du reste du monde qui devient plus chère dans votre monnaie. Donc vous vous enrichissez par votre dévaluation sur vos actifs extérieurs. Et on montre, il y a plein de travaux, Pierre-Olivier Gourinchas, etc., que ceci devient l'effet dominant d'une dévaluation. C'est plus important comme effet que l'effet de compétitivité sur le commerce. Et c'est extrêmement peu regardé. Et c'est pourquoi hier je bouillais en entendant Xavier Rago, qui était assis à la place de Guillaume, qui disait qu'une dévaluation c'est bon. Mais il ne l'avait pas par le bon mécanisme. Dévaluation, c'est pas par le commerce qu'il faut regarder. Il faut regarder les effets patrimoniaux d'une dévaluation. Deuxième exemple, il y a la question très regardée de savoir est-ce qu'il existe un cycle financier mondial. Alors Ellen Rey, que vous connaissez peut-être, a fait énormément de travaux là-dessus en disant oui, il y a un cycle financier mondial qui est dirigé par la politique monétaire des États-Unis. Et l'idée, c'est que quand la politique monétaire des États-Unis devient plus restrictive, eh bien, les taux d'intérêt aux États-Unis montent, ça attire les capitaux vers les États-Unis, et ceci au détriment des autres régions, en particulier des pays émergents, qui voient les capitaux être détournés vers les États-Unis pour aller chercher les taux d'intérêt plus élevés des États-Unis. Et donc les politiques monétaires plus restrictives des États-Unis créent des récessions dans les pays émergents, à nouveau pas à cause d'un effet d'économie réelle, simplement en privant les pays émergents de capitaux qui retournent aux États-Unis pour avoir des rendements financiers plus élevés. Alors c'est un point débattu de savoir, Ellen Rey montre toutes sortes d'empirismes qui ne sont pas complètement convaincants. On n'a pas l'impression qu'il y a un cycle financier mondial, évidemment. On a très bien vu ça dans les pays émergents depuis quelques années, et ça sera mon dernier point. On a l'impression qu'il y a quand même d'autres facteurs que la politique monétaire des États-Unis pour déterminer le cycle financier mondial, mais ça joue un rôle central. Et vous voyez, si vous êtes un pays émergent, et ça va être mon point d'après, finalement, ce qui vous intéresse surtout pour savoir si vous allez avoir de la croissance ou une récession, c'est cette question financière, de la politique monétaire des États-Unis, de la direction des flux de capitaux, et pas quelque chose qui est directement lié à votre économie réelle. Et alors, mon dernier point, c'est la célèbre question, alors je ne sais pas si la salle connaît ça, du triangle d'incompatibilité. Alors, je ne vais pas vous refaire le dessin, mais en gros, ce n'est pas très compliqué. On a décidé depuis 20 ans que la bonne organisation du système monétaire international, c'était libre circulation des capitaux, donc une globalisation financière favorisée par la disparition des obstacles, ce qu'on peut appeler le consensus de Washington, si vous voulez, libre circulation des capitaux, taux de change flexible et des politiques monétaires qu'on a appelées autonomes, mais ça veut simplement dire qu'elles ne s'intéressent qu'à la situation des pays. Donc si vous êtes la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, vous fixez vos taux d'intérêt uniquement en fonction de la situation des États-Unis. Vous ne regardez pas ce qui se passe dans le reste du monde. Et puis, si vous devez monter vos taux d'intérêt, ce qui est le cas en ce moment aux États-Unis, normalement, votre taux de change s'apprécie et vous attirez des capitaux, je veux dire, Donc on a décidé que ça, c'était le bon système. Par rapport à un autre système qu'on peut appeler le système chinois, qui est je mets des contrôles des capitaux parce que je ne veux pas que ma politique monétaire ait des effets sur mon taux de change. Donc je vais empêcher que les capitaux rentrent ou sortent de Chine pour pouvoir continuer à contrôler le taux de change. Alors le système dominant qui a été poussé depuis 20 ans est complètement aujourd'hui déstabilisé par la globalisation financière, au sens où, à nouveau, les encours d'actifs et de dettes deviennent de plus en plus importants. Donc la taille des flux de capitaux devient de plus en plus importante. Donc qu'est-ce qui se passe si vous êtes un pays émergent? Et regardez ce qui s'est passé depuis 10 ans au Brésil, en Russie, en Inde, en Indonésie, en Afrique du Sud, c'est incroyable. Vous avez une situation où vous avez de l'inflation dans le pays, la Banque centrale monte les taux d'intérêt, ça attire des montagnes de capitaux, ça attire des capitaux qui créent de la liquidité, ces capitaux arrivent dans le pays, ça provoque une expansion incroyable du crédit, et vous avez un système totalement délirant où plus vous montez les taux d'intérêt, plus vous avez de crédit, alors vous essayez d'avoir l'inverse parce que vous attirez des capitaux.
Et donc on commence à se dire que la taille de la finance, à nouveau 4 années de PIB, est tellement grosse qu'on ne peut plus vivre dans ce système où on laisse les flux de capitaux répondre aux politiques monétaires qui sont prises pour des motifs purement domestiques. Et donc il y a un débat qui est très intéressant, parce qu'il est au FMI, qui était l'origine du consensus de Washington, où on dit il va peut-être falloir remettre des contrôles des capitaux, parce que les capitaux sont trop gros, quoi. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc je finis là-dessus, et donc je voulais juste vous sensibiliser à l'idée que, bien sûr, ce qu'ont dit Bruno et Flora sur les chaînes de valeur, etc., est extrêmement important. Si on met du protectionnisme dans une situation où les entreprises se sont organisées d'un certain point de vue pour produire, c'est absolument dramatique, parce que votre organisation productive n'est plus adaptée. Si vous prenez ce qui se passe aux États-Unis, les entreprises qui importaient aux États-Unis des composants, si elles ne peuvent plus le faire à cause des droits de douane, vont devoir les installer aux États-Unis, donc vont devoir bouger leurs usines, vous imaginez, donc c'est très important. Mais je voulais vous sensibiliser à l'idée qu'en plus, on a un énorme problème avec la taille de la finance, quoi, et que ça crée une autre globalisation qui est énorme et qui a des effets économiques extraordinairement plus importants dans certains cas que ceux qui viennent directement de la globalisation réelle. Merci. Donc on a terminé ce premier tour d'horizon. Donc beaucoup de questions qui sont arrivées. Je vais peut-être commencer par une question, je dirais, basique, parce qu'apparemment on n'a pas été suffisamment clair. Donc quelqu'un nous demande quel est le lien entre commerce extérieur et dette extérieure. Donc c'est vrai qu'on y a fait référence à différentes reprises, et peut-être que Bruno Cabriac peut réexpliquer clairement. Donc le commerce extérieur, c'est des échanges de biens et de services. Vous en importez, vous en exportez. Si vous en importez plus que ce que vous en exportez, il y a un déficit. Et donc, il faut que ce déficit soit financé. Et pour financer ce déficit, il faut que vous vous endettiez auprès de non-résidents, donc à l'extérieur. Et donc, effectivement, comptablement, le déficit sur les échanges de biens et de services se traduit par une augmentation de la dette. Et réciproquement, bien sûr, si vous avez un excédent, vous acquérez une créance sur l'extérieur. C'est de la dette nette. Et ça, c'est de la dette nette, absolument. Donc, quand on produit moins que ce qu'on consomme, il faut s'endetter à l'extérieur pour continuer à consommer tout ce qu'on veut. Une deuxième question qui a été posée, ça concerne le secteur du tourisme dont on n'a pas parlé. Donc il y a un développement des échanges dans le domaine des services. Je vais peut-être élargir d'ailleurs la question qui a été posée sur le tourisme. Est-ce que justement une des dynamiques qui peut être enclenchée, notamment par la révolution numérique, c'est un formidable développement des échanges internationaux de services. Donc le fait que on consulte plus un médecin à côté de chez soi, mais qu'on ait à distance une radio qui sera analysée par un médecin hongrois, indien, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas l'horizon du développement des échanges internationaux maintenant? Alors, donc effectivement, c'est une très bonne question, parce que il y a effectivement, on a souligné ça, une croissance très très forte des échanges de services, mais néanmoins les services restent, comparativement aux échanges de biens, quelque chose qui est beaucoup plus localisé, simplement parce qu'il y a beaucoup plus besoin de relationnel et de contact entre les personnes pour la production de services. Il y a une révolution du numérique qui n'a pas encore eu lieu, mais qui peut être, certains on va dire la spécule ou l'entrevoient, c'est la révolution de ce que l'on appelle la télérobotique, donc la capacité d'opérer des engins à distance, et l'opportunité du télétravail. Donc en fait, ce qui reste très élevé aujourd'hui, en dépit de la baisse, je disais, des coûts de transfert du savoir-faire, de la technologie, c'est les coûts du contact face à face. Donc on a toujours besoin que des ingénieurs qui maîtrisent le savoir se déplacent dans les pays, expliquent, discutent et mettent en place les équipes dans les pays à bas salaire. Donc on peut le faire, mais on a besoin de ces
relation de ces contacts de face à face, ceci est coûteux et c'est bien la raison pour laquelle cette redispersion se fait souvent de manière agglomérée dans un nombre limité de pays parce qu'on va s'organiser là et limiter ces coûts de contact. Évidemment, si on progresse dans ce que certains appellent la remote intelligence, donc ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence à distance. Si on peut faire ça, alors effectivement, on peut imaginer une délocalisation beaucoup plus forte et des flux de services qui vont être beaucoup plus importants. Ça peut être devant nous et ça menacera pour nous des emplois tout à fait nouveaux, donc des emplois qualifiés, le médecin, voilà. Mais ça menacera dans les pays en voie émergents les emplois des ingénieurs. Si un ingénieur si on peut opérer, comme on le fait d'ailleurs actuellement, des centrales, des usines d'extraction dans les pays en voie de développement directement de postes d'opération dans les pays développés, on va limiter le nombre d'emplois très qualifiés dans ces pays-là. Patrick Artus voulait ajouter un mot là-dessus. Juste sur les services, c'est une question importante. Ce qu'on a cru un moment, c'est qu'on allait pouvoir remplacer l'industrie par les services dans les pays de l'OCDE. On a vu cette thèse se développer. Or, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que... Alors, il y a plein d'effets, après, qui ne sont pas liés directement à notre sujet. Quand vous remplacez l'industrie par les services, une partie faible des services sont des services haut de gamme, disons, compliqués, avec des emplois relativement sophistiqués, des niveaux de rémunération élevés. L'essentiel, après, sont des emplois de services plus bas, moins sophistiqués, avec des niveaux de rémunération plus faibles. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais le sujet qui nous intéresse ici, c'est qu'on a vu un seul pays dans la planète qui était capable de remplacer les exportations de produits industriels qui diminuaient par des exportations de services, donc de ne pas avoir... Le Luxembourg ouais, non, je parle des pays, des vrais pays. Que les Luxembourgeois de la salle lèvent la main. Mais dans les grands pays, disons, superficie supérieure à 300 mètres carrés de l'OCDE, le seul pays où les exportations de services ont réussi à compenser la disparition de l'industrie, c'est le Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous avez un solde extérieur des services qui est gigantesque, qui se balade entre 4 et 5% du PIB, enfin, et qui compense presque la disparition de l'industrie. Il n'y a aucun autre pays qui a réussi. Quand vous regardez les États-Unis, les excédents de services des États-Unis, c'est moins de 1% du PIB. La France, l'excédent total des services, c'est aussi moins de 1% du PIB, c'est même plutôt 1,5% du PIB maintenant. Donc la réalité, c'est aujourd'hui qu'on ne sait pas encore se passer de l'industrie avec cet objet tout à fait simple qui est d'être capable d'équilibrer son commerce extérieur avec une industrie de petite taille. Et ça pose un problème de politique économique, et d'où aussi d'ailleurs la tentation protectionniste qui est de dire, ça c'est tout à fait Trump, qui est de dire mon déficit extérieur c'est parce que mon industrie s'en va, donc je force l'industrie à revenir par le protectionnisme. Mais il y a comme un point qui est juste là-dedans, c'est que les pays non industriels, à l'exception du Royaume-Uni, ont tous des problèmes de commerce extérieur. Bruno Cabriac, vous voulez dire un mot aussi? Non, sur les services, je voulais juste donner un éclairage et un exemple qui éclaire un peu la remarque que je faisais sur le fait que les flux transfrontières sont plus aujourd'hui une marque de la globalisation. Il y a des services qui sont en très forte croissance, des ventes de services internationaux, c'est par exemple, et auxquels on pense rarement, c'est les services d'éducation. Et notamment quand vous exportez des services, ça veut dire qu'en fait vous attirez des étudiants étrangers chez vous, et s'ils payent, à la différence de la France, des frais de scolarité importants, ça fait tout de suite des sommes importantes. L'Australie, par exemple, la deuxième exportation derrière les produits miniers, ce sont les exportations d'éducation, et notamment d'éducation tertiaire, d'éducation universitaire. Si demain on pense que le modèle de l'éducation tertiaire va complètement changer et qu'avec les MOOC, les gens ne vont plus se déplacer et que les frais d'écolage vont être beaucoup plus faibles, on verra une très forte diminution des exportations de services, par exemple australiens, vers les pays asiatiques, puisque l'essentiel des exportations
d'éducation, enfin d'étudiants qu'ils attirent chez eux en Australie sont des étudiants asiatiques. Et donc, si on mesure la globalisation en termes de flux transfrontières, on dira que c'est un recul de la globalisation. Mais si les enseignants australiens, à travers les MOOC, touchent, au lieu de toucher quelques dizaines de milliers de Chinois, touchent des centaines de milliers, voire des millions de Chinois, est-ce que ça sera vraiment un recul de la globalisation ? Non. Je crois que c'est là qu'on passe vraiment dans la troisième phase de mondialisation, qui est une phase de mondialisation des données, et qui ne doit plus être jugé uniquement à l'aune des flux transfrontières. Donc il y a tout un ensemble de questions qui me sont arrivées et qui portent sur une problématique qu'on a assez peu abordée jusqu'ici, mais qui est pourtant évidemment centrale pour les questions qui se posent actuellement à la France et au monde. C'est la question de l'environnement. Donc est-ce que finalement ce ralentissement des flux commerciaux n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement? Est-ce que si on avait moins de mondialisation, ce ne serait pas mieux pour l'environnement, etc., etc. Tout ce genre de questions. Patrick, vous voulez peut-être? Oui, je veux bien commencer. Dans le même temps, oui, on pourrait dire ça, mais en 2016, qui est l'année dont Bruno et Flora parlaient, où nous avons eu une croissance pratiquement nulle du commerce mondial en volume et un recul du commerce mondial en valeur, le monde a augmenté ses émissions de CO2 de 1,5%. Et donc, on voit qu'il y a quand même un lien extrêmement faible, en réalité, entre le commerce international et les problèmes climatiques. Évidemment, le transport international consomme des carburants, mais c'est tout petit par rapport aux autres consommations. Donc, ce qui fait l'essentiel de la croissance des émissions de CO2 de la planète, c'est la croissance des grands pays émergents. On avait une conférence ici mardi pour parler de ça. Dans les pays de l'OCDE, les émissions de CO2 diminuent. Elles diminuent d'entre 1,5 et 1% par an. Dans les pays émergents, elles augmentent de 4% par an, ce qui fait le 1,5 planétaire. Et ce 4% par an, il vient de ce que la croissance des émergents, elle est de 5% par an, et qu'on est au stade de la croissance dans les émergents qui est très consommatrice d'énergie, puisqu'on achète des voitures, on achète des produits industriels, on met des climatisations dans les maisons, etc. Donc honnêtement, ça joue, on fait des efforts. Vous avez vu que CMA-CGM vient de lancer le premier porte-container à gaz, ce qui est une technologie extrêmement compliquée en réalité et qui est beaucoup plus propre que ce qu'on faisait aujourd'hui avec les fuels lourds par exemple, qui sont une horreur environnementale, mais c'est très très marginal et on ne peut pas faire une corrélation. Donc non, c'est le vrai sujet, c'est 5% de croissance dans les émergents. Ce n'est pas le commerce mondial pour les problèmes climatiques. Non, je crois que je suis tout à fait d'accord avec Patrick Artus. Donc le commerce international peut être une cause de détérioration de l'environnement à travers la croissance qui procure aux pays émergents. Puisqu'une partie de cette croissance, de cette accélération de la croissance a été due, comme l'a dit Flora, à le développement du commerce international et les pays émergents ont été les grands gagnants. Mais est-ce qu'on est prêt à renoncer à ça et à renoncer à la réduction drastique de la pauvreté, qui est aussi un bien public mondial important qu'a entraîné le commerce international? Et l'amélioration de la croissance et de la richesse dans les pays émergents leur permet aussi de consacrer plus d'argent à la transition climatique, à la préservation de l'environnement qui devient une priorité au fur et à mesure que le niveau de vie par tête augmente. Donc même cet effet à travers la croissance des pays émergents, je crois qu'il est in fine positif. Juste pour compléter, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit à la fois par Patrick et par Bruno, mais simplement pour dire qu'en revanche, il est évident que les préoccupations environnementales ne sont pas du tout assez prises en compte, notamment au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, dans les normes, et que de ce point de vue, les flux internationaux peuvent au contraire aider quelque part dans les négociations. C'est-à-dire que tant qu'on est intégré donc mondialement, on peut essayer de conditionner certains flux
entrants des pays émergents au fait qu'ils soient produits de manière plus propre. Et on peut, dans ces négociations-là, dans le cadre de cette économie mondiale intégrée, essayer mais il faut absolument que la contrainte environnementale soit prise en compte au niveau mondial, mais ce n'est pas les transports actuels de marchandises qui contribuent aux émissions de CO2, enfin au problème du réchauffement climatique en eux-mêmes. D'accord. Enfin, là-dessus, pour l'instant, la crainte principale, c'est que les traités internationaux de libre-échange nous empêchent plutôt d'avoir des politiques environnementales ambitieuses dans les pays industrialisés. Hein. C'est une des critiques principales qui est adressée au CETA, au TAFTA, etc., etc. Et d'autre part, je voudrais attirer votre attention sur un petit fait. Donc, si vous voulez, le commerce international de marchandises, il se fait essentiellement, ça a été dit, par bateau. Et bon, le fuel lourd des bateaux est très polluant, etc., etc. Mais c'est vraiment peanuts en termes de poids dans les émissions de CO2 par rapport à ce qui se passe pour amener, si vous voulez, amener un truc de Chine à Anvers ou à Rotterdam. Il n'y a quasiment pas d'émissions de CO2. Les émissions de CO2, c'est ce qui se passe entre Rotterdam et le commerce où vous allez acheter le bien en question. Là, c'est 10 fois plus ou 20 fois plus que ce qui s'est passé entre la Chine et Rotterdam en termes d'émissions, parce que les porte-containers, c'est pas grand-chose. Par ailleurs, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que, j'ai déjà cité l'exemple de Coca-Cola tout à l'heure, mais boire du Coca-Cola, vous n'avez aucun impact négatif sur l'environnement, en tout cas sous l'angle des transports, parce que c'est une boîte qui fait embouteiller sur place dans les pays où elle vend. Il y a d'autres inconvénients majeurs, à la fois sur le sucre, sur l'eau que Coca-Cola utilise, etc., etc. Mais ce qui est un drame sur le plan environnemental, c'est de boire une bouteille d'Evian ou de Vittel à Hong Kong ou à New York. Ça, effectivement, c'est parfaitement stupide sur le plan environnemental, mais beaucoup plus que de boire du Coca-Cola. C'est parce qu'il a vraiment fallu transporter ces bouteilles d'eau à l'autre bout de la planète. On a des phénomènes comme ça qui fait que cette question est particulièrement compliquée, mais Patrick Artus veut réagir. Juste pour compléter ce que tu as dit, hein, vous savez qu'il y a un débat en Europe sur le fait de mettre une taxe CO2 européenne, et comme le reste du monde ne le fera évidemment pas, et pour éviter les biais de compétitivité, de mettre une taxe aux frontières de l'Europe pour compenser l'écart du coût du CO2 en Europe et dans le reste du monde. Cette taxe aux frontières n'est pas compatible avec les règles de l'OMC. Encore que les gens s'entretuent pour savoir si oui ou non. Enfin, elle n'a pas l'air d'être si facilement que ça, disons, compatible avec les règles de l'OMC. Donc effectivement, les règles du libre-échange peuvent aussi rendre plus difficile une politique climatique si elle est régionale. D'accord. Donc il y a tout un ensemble de questions aussi sur les questions démographiques, sur les questions de l'Afrique. Donc est-ce que finalement la croissance démographique, notamment celle qui a lieu toujours à l'heure actuelle en Afrique, ne va pas quand même malgré tout tirer les flux commerciaux internationaux? Est-ce que, en gros, la question c'est est-ce que finalement on ne va pas pouvoir vendre quand même des choses à des gens qui vont être à la fois de plus en plus nombreux et avoir un pouvoir d'achat de plus en plus élevé? Alors, c'est vrai que l'évolution démographique de l'Afrique, surtout comparée à l'évolution démographique du reste du monde, est impressionnante. Si j'ai bien retenu le chiffre, je crois qu'à partir de 2030, 100% de l'augmentation nette de la population active se passera en Afrique. Ou en tout cas, peut-être qu'elle ne se passera plus en Afrique, mais à partir des générations d'Africains actuels. Il y a un grand débat en Afrique pour savoir effectivement si le modèle de développement et de décollage économique qu'ont adopté tous les pays industrialisés et puis à leur suite les pays d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire un modèle de développement fondé, basé sur l'industrialisation,
et le transfert d'activités du secteur primaire vers le secteur industriel est aujourd'hui pertinent, compte tenu des difficultés à avoir des avantages comparatifs dans ce domaine avec la Chine, avec l'Asie de l'Est, mais aussi peut-être avec la digitalisation de l'économie, avec les perspectives que ça donne. Donc peut-être que l'Afrique sera tirée plutôt par la troisième phase de mondialisation, celle qui est liée au transfert de données, que par une phase classique de mondialisation qui est tirée par les exportations de biens et les exportations de biens à bas coût basées sur une politique volontariste de sous-évaluation du change, comme ça a été le cas pour les tigres, les dragons, et puis après pour la Chine en Asie de l'Est. Oui, juste, les deux seules régions de la planète où il n'y aura pas de vieillissement démographique c'est l'Afrique et c'est l'Asie du Sud, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh. C'est dans ces pays, on dit qu'il y a ce qu'on appelle, l'économie s'appelle le dividende démographique, qui est une situation où la population en âge de travailler augmente plus vite que la population totale. Et en général, le dividende démographique est associé à une forte croissance. La raison est assez simple, il n'y a pas besoin de nourrir les vieux, quoi, en gros. Donc on s'attend normalement à ce qu'il y ait une croissance forte en Afrique et en Asie du Sud. Alors on le voit aujourd'hui, l'Asie du Sud a une croissance qui est de l'ordre de 6% par an, l'Afrique a une croissance qui est un peu ralentie, qui est de l'ordre de 4%, mais je crois que ce que dit Bruno est extrêmement important, c'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui a une croissance qui n'est pas, à quelques exceptions rares près, une croissance industrielle. Donc il y a des gens qui défendent l'idée qu'il va falloir que l'Afrique fasse ce qu'on appelle du leapfrogging, c'est-à-dire qu'en fait saute du modèle agricole et matières premières sur le modèle d'économie de service en faisant l'économie du passage par le développement industriel. Alors, et comme disait très bien Bruno, c'est le contre-exemple absolu, c'est la Chine, où on est passé de l'agriculture à l'industrie, et en ce moment, on passe de l'industrie au service. Et ça a l'air d'être le modèle normal, le modèle chinois. Donc, est-ce qu'en Afrique, l'Inde est complètement dans le modèle normal? On est en train de passer de l'agriculture à l'industrie, et puis, enfin, il y a des services, mais enfin, on est en train d'industrialiser l'Inde en ce moment, et après, on va passer... Alors, est-ce que l'Afrique pourrait sauter au-dessus de l'industrie? L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, l'obstacle au développement industriel en Afrique, c'est l'absence totale d'énergie. La production d'électricité par habitant est 10 fois plus petite qu'en Chine. Il n'y a pas d'électricité. Donc on ne peut pas faire de l'industrie sans électricité. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures de transport, il n'y a pas assez de routes, il n'y a pas assez de voies ferrées, il n'y a pas assez de ports, etc. Et donc si on veut industrialiser l'Afrique, il faut construire de l'énergie, de la production d'énergie, et construire des infrastructures de transport. Et ça pose des problèmes de gouvernance, mais ça pose un problème d'environnement, qui est qu'on ne voudrait pas que l'Afrique s'industrialise en produisant de l'énergie, de l'électricité à partir des énergies fossiles. Donc on voudrait que l'Afrique s'industrialise éventuellement en produisant de l'énergie directement renouvelable, c'est-à-dire sans passer par la case fossile. Il y a un pays qui réussit formidablement, c'est le Maroc, qui a plus de 50% aujourd'hui de son électricité qui est fossile, si ma mémoire est bonne, et qui avait pris une avance incroyable, qui est renouvelable et qui a pris une avance incroyable. Les autres, pour l'instant, n'y arrivent absolument pas. Et alors ça pose une autre question, qui est est-ce qu'on peut faire l'économie dans le développement de la phase industrie, je veux dire. Parce que quand on n'a pas d'industrie, c'est le point d'avant, et c'est aujourd'hui le cas en Afrique, l'Afrique, globalement, a un déficit extérieur qui fait 7% du PIB, parce qu'il n'y a pas d'industrie. Et donc, est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'il n'y aura pas une énorme crise financière en Afrique à cause du déficit extérieur? Ça ne tient que parce qu'il y a plein de gens qui investissent en Afrique. Mais si ces investissements s'arrêtent, il peut y avoir une grosse crise financière qui tue totalement la croissance. Donc ça pose une question extrêmement intéressante, qui n'est pas une question sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est une question d'économie du développement. Est-ce que cette séquence agriculture-industrie-service, est-ce qu'elle peut devenir... Est-ce que c'est possible qu'elle devienne une séquence agriculture-service, sans passer par le milieu, la case industrie au milieu, et ça, c'est pas clair du tout en réalité. Non, juste 2 mots pour dire que d'abord, la croissance démographique, une croissance démographique trop forte n'est pas un facteur de croissance économique, au contraire, c'est un facteur qui a tendance à ralentir la croissance économique. La croissance économique, c'est l'augmentation de la richesse par tête, par habitant. Donc, les pays qui ont réussi à
enclenché un décollage économique fort, à commencer par la Chine, ont eu une politique de maîtrise de leur croissance démographique. Ça, c'est la première chose. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas que des bonnes nouvelles du fait que l'Afrique n'arrive pas à maîtriser sa croissance démographique. Deuxième élément, il y a toujours ces logiques d'agglomération qui sont à l'œuvre. L'industrie se redisperse, donc il y a une réindustrialisation de l'Asie, mais cette réindustrialisation se concentre en Asie et pour le moment, l'Afrique, effectivement, est exclue de ce phénomène-là. Donc, est-ce que l'Afrique va arriver à être compétitive sur l'industrie ou à faire ce leapfrogging, effectivement, basculer directement? C'est des vrais enjeux pour l'Afrique, mais dans les logiques actuellement de redispersion d'activités industrielles, l'Afrique n'est pas gagnante de ces logiques-là. Voilà. Oui, peut-être pour rebondir sur cette question, malgré tout, à la fois de la démographie et de l'Afrique, il y a une dimension de la mondialisation dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, c'est les flux de personnes. Où là-dessus, il n'y a pas eu une libéralisation formidable au cours des 40 dernières années. Comment est-ce que vous appréciez la question des migrations et ces liens avec la mondialisation et l'avenir de ces questions dans le contexte qu'on évoque là tout de suite? Je ne suis pas du tout un spécialiste des migrations, mais effectivement, il y a plusieurs types de migrations. Donc, il y a la migration économique, il y a la migration politique, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a la migration économique des travailleurs peu qualifiés. Et ça sera lié dans les années futures, sans faire trop de prospective, à la manière dont le progrès technique fera évoluer le travail non qualifié. Et évidemment aux évolutions démographiques comparées. On voit bien que dans un certain nombre de pays, il y a des besoins non satisfaits, notamment pour s'occuper des personnes âgées. Il y a toute une série de recherches au Japon qui montrent qu'une partie du problème économique japonais est liée au fait qu'il n'y a pas d'offre en face de cette demande supplémentaire très forte qu'il y a pour les personnes du quatrième âge. Et donc, il y a vraiment un problème d'adéquation de l'offre et de la demande, et qu'effectivement, mettre une frontière, une frontière forte, comme c'est le cas au Japon, au flux de migration, ça entraîne des déséquilibres économiques importants. Et puis après, il y a le flux des travailleurs qualifiés, le flux des compétences, et là, Flora a très justement expliqué qu'aujourd'hui, ça peut se faire, et ça se fera de plus en plus, sans traverser les frontières. Donc là, on n'est plus vraiment dans des migrations de personnes, on est dans des migrations, si je puis dire, de neurones à travers les moyens digitaux. Et là encore, il n'y a plus ce marqueur de la globalisation qui est de traverser les frontières, mais c'est pourtant quand même de la globalisation. Si c'est un chirurgien australien qui, à travers la télématique, opère ou dirige des robots qui opèrent aux Philippines ou en Chine, il n'y a pas effectivement de migration physique, mais il y a clairement globalisation à travers la migration des compétences, et ça c'est aussi quelque chose qui va changer fondamentalement. Oui, juste un point qu'on a oublié, effectivement. Oui. Un point qu'on a oublié de mentionner tout à l'heure, c'est qu'il y a un lien très fort entre la démographie et la globalisation financière. Parce que normalement, et je dirais tout à l'heure où est-ce que ça ne se passe pas comme ça, les pays qui ont une perspective de vieillissement épargne, donc ils doivent avoir des excédents extérieurs, ils doivent accumuler des actifs extérieurs, parce que lorsque plus tard ils vieilliront, ils auront besoin de tirer sur leurs actifs pour payer les retraites, pour faire simple. Les pays qui n'ont pas de perspective de vieillissement doivent au contraire avoir des déficits extérieurs et s'endetter en empruntant l'épargne des pays qui vont vieillir. Alors ceci se passe assez bien et on a envie que ça se passe comme ça, parce que d'une part, ça stabilise les systèmes de retraite dans les pays qui vont vieillir, et d'autre part, ça finance
les pays plus jeunes qui ont des besoins de capital importants. Ça se passe pas trop mal de ce point de vue. Alors, ça peut expliquer une partie importante de la globalisation financière, parce que si vous avez des écarts démographiques entre régions, assez normalement, les régions qui vieillissent plus vite vont prêter de plus en plus aux régions qui vieillissent pas. Donc ça peut expliquer la montée des dettes et des actifs extérieurs. Ça se passe au Japon, on a vu beaucoup d'excédents extérieurs. Le Japon va vieillir et est en train déjà de vieillir de façon importante. En Chine, où il va y avoir un vieillissement très important à partir de la prochaine décennie, on a vu cette accumulation d'actifs extérieurs. En Europe, où il y a un vieillissement qui va venir et qui a commencé, on a vu aussi, on voit maintenant cette accumulation d'excédents. En Afrique, en Asie du Sud, où il n'y a pas de vieillissement, en tout cas très, très prononcé dans les 20-30 prochaines années, on voit au contraire des dettes extérieures, ces pays sans dette. L'anomalie, c'est les États-Unis. Et on revient au rôle très particulier des États-Unis dans la globalisation. Les États-Unis vont aussi vieillir, moins vite que l'Europe, mais quand même, donc devraient accumuler des actifs, et ils accumulent de la dette extérieure. Ils accumulent de la dette extérieure, à nouveau, essentiellement à cause de ce rôle extrêmement bizarre des États-Unis comme pourvoyeur des actifs de réserve mondiaux, quoi, hein. Donc il y a l'anomalie à ce modèle, c'est le cas américain, quoi, comme dans beaucoup de choses. Florent, vous vouliez... Non, si on ouvre le champ des questions des migrations, ça serait trop long vu le temps qui reste. Mais effectivement, juste pour dire que la mondialisation, enfin, les effets de la mondialisation du XXe siècle et du XIXe, si on remonte, ne peuvent pas se comprendre si on ne voit pas qu'elle s'est fait effectivement avec cette asymétrie très forte de non-mobilité du travail, du facteur travail. Donc effectivement, on est dans un monde de libre circulation de tout, sauf du travail. Ça, c'est très très important. Donc effectivement, la possibilité du numérique peut dissocier les services du travail de la localisation des travailleurs. On n'y est pas encore, mais si on ouvrait il est évident que le monde dans lequel on vit est un monde qui est tel qu'il est parce que la mobilité internationale du travail est très faible. Voilà, reste très faible. Bon, pour terminer cette table ronde, je voudrais revenir quand même, il y a beaucoup de questions là-dessus, sur le cas particulier de l'Europe. Donc on a dit tout à l'heure, le protectionnisme stratégique conserve tout à fait sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui, d'autres l'utilisent, mais manifestement pas l'Europe. Donc Emmanuel Macron veut mettre un Buy European Act en place, etc. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est souhaitable que l'Europe devienne plus protectionniste ? C'est l'ordre. D'accord, donc écoutez, là, je m'exprimerai à titre purement personnel. Moi, je suis évidemment pas favorable au protectionnisme et même pas favorable dans une certaine mesure au protectionnisme stratégique. Ça dépend ce qu'on appelle protectionnisme stratégique. Il y a une différence fondamentale entre la localisation de la production et les droits de propriété, si je puis dire, sur la production. Le succès quand même du modèle chinois, c'est d'avoir lancé cette phase de décollage dont parlait Patrick tout à l'heure, dans un grand nombre de secteurs, à travers des investissements directs étrangers, et donc à travers un contrôle par des droits de propriété quelque part étrangers, même si c'était évidemment à travers des joint ventures et s'ils ont profité d'un certain nombre de facteurs. Donc il faut distinguer. Et quand Patrick prenait l'autre exemple qui est la production de Rafale en Inde, j'allais dire que les droits de propriété, que ce soit les droits de propriété intellectuelle ou les droits de propriété physique du capital reste dans les mains de l'entreprise. Donc, quel est l'intérêt de l'État ? L'intérêt de l'État, c'est plutôt, me semble-t-il, celui de la localisation de la production à l'intérieur de l'espace national, parce que c'est ça qui va produire des emplois, de la croissance et être taxé. Donc, ce type de protectionnisme stratégique, pourquoi pas ? Le protectionnisme stratégique qui consiste à favoriser des champions nationaux, des champions européens, etc., ça, il faudrait faire un bilan coût-avantage, peut-être, mais peut-être que je suis trop naïf, il faudrait faire un bilan coût-avantage de ce type de protectionnisme. Alors, donc c'est une question fascinante, cette histoire
de protectionnisme parce que... Micro. Oui, quand actuellement les incitations à remonter les barrières sont pensées avec les schémas de l'ancienne mondialisation et n'auront pas du tout les mêmes effets dans la nouvelle mondialisation. Donc, non, il ne faut pas que l'Europe cède aux sirènes, on va dire, du protectionnisme. Même par rapport aux GAFA, là ? Même par rapport aux GAFA. Alors, par rapport que l'Europe tente de structurer des champions nationaux, essaie de favoriser l'émergence, et donc sur le commerce électronique, oui, réfléchissent effectivement dans certains domaines, oui, mais ça doit être très très différencié. Donc par exemple, le protectionnisme à la Trump, s'il y a une quelconque logique dans la politique de Trump, ce protectionnisme des anciennes industries, ou le protectionnisme qui consiste à dire on va remonter les barrières pour éviter que les industries se délocalisent, ça ne peut pas marcher puisque dans les chaînes d'activité mondiale, encore une fois, on va surtout renchérir les importations et on va diminuer la compétitivité de nos entreprises. Et en plus, dans la dynamique d'agglomération, pour aller sur les marchés étrangers, on va encore favoriser encore plus la relocalisation des activités vers ces marchés-là si on remonte les barrières. Donc aujourd'hui, la remontée des barrières protectionnistes dans une logique purement de relocalisation de certaines activités industrielles n'est pas judicieuse. En revanche, effectivement, sur les nouveaux secteurs, et en particulier le commerce électronique, oui, donc on doit avoir une vision très différenciée en fait. Non, mais je crois, je reviens sur le point, là je ne suis pas d'accord avec Bruno, qui représente ici le consensus de Washington, comme on le sait, mais je crois qu'il faut avoir une vision à nouveau dynamique de la spécialisation productive. Prenez le cas de l'Europe. Aujourd'hui, si vous regardez les avantages comparatifs de l'Europe, nos avantages comparatifs aujourd'hui nous incitent à dire, eh bien très bien, notre moteur de recherche c'est Google, les échanges sur Internet, c'est Facebook, notre commerce, c'est Amazon, nos batteries électriques, elles sont faites par les Chinois, nos cellules solaires, elles sont faites par les Chinois, nos éoliennes, elles sont faites par les Coréens, etc. Parce que, objectivement, aujourd'hui, en termes d'avantages comparatifs, c'est eux qui fournissent les meilleurs produits au prix le plus bas, avec une compétence, des entreprises qui sont extrêmement efficaces. Et ça veut dire, si vous appliquez les avantages comparatifs de manière statique comme ça, que vous n'aurez jamais de moteurs de recherche européens, de réseaux sociaux européens ou de fabricants de matériel pour les renouvelables européens. Alors, et si vous considérez que ceci n'est pas acceptable, vous devez, même si, et ça va être coûteux à court terme, hein, vous protéger, fabriquer des entreprises qui exploitent le marché européen dans ces domaines, qui au début vont être moins efficaces que les autres, donc vous allez payer plus cher vos cellules solaires et vos éoliennes, etc., et vos réseaux sociaux, et puis progressivement, ces entreprises deviendront efficaces et vous pourrez à ce moment-là réouvrir. Bruno a raison quand même, tout en restant le consensus de Washington sur un point, qui est faut mieux pas se tromper. Donc est-ce que l'expérience européenne dans la protection de secteurs stratégiques a été bonne? On avait ce débat hier avec Louis Gallois. Comme Louis Gallois, lui, était le président des entreprises qui faisaient ça, il a du mal à dire que c'était un plantage complet, quoi. Mais sans doute, oui, dans l'aéronautique et l'espace. Hein. L'Europe a eu extrêmement volontariste dans ces deux domaines. Sans doute, oui, et ça viendra peut-être encore plus dans l'armement. Et puis, sans doute non dans les télécoms et non dans l'énergie, quoi. Donc il y a des échecs et des succès. Mais est-ce que le fait qu'il y ait eu des échecs dans la volonté d'avoir des champions européens doit faire qu'aujourd'hui on renonce définitivement à en avoir? Moi je ne suis pas sûr. Et donc je plaide pour cette vision dynamique des avantages comparatifs. Avant de vous libérer, je voudrais quand même vous dire un mot sur... sur cette question elle-même. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Patrick Artus sur ces questions. J'attire quand même votre attention sur le fait que la zone euro a eu l'an dernier 300 milliards d'euros d'excédent extérieur. Ça représente 3% du PIB de la zone euro. Ça veut dire qu'on aurait pu dépenser 300 milliards d'euros de plus à l'intérieur de la zone euro sans que ça pose strictement aucun problème
de financement de nos économies sans qu'on ait besoin d'aller chercher des sous chez les Chinois, les Américains, etc. C'est juste que les règles de fonctionnement interne de la zone euro nous ont empêché de le dépenser. Et le problème, c'est pas tellement les autres qui nous empêchent d'avoir des emplois, etc. C'est beaucoup les règles de fonctionnement interne à la zone euro qui sont en place aujourd'hui. Et Trump a raison sur cet angle-là d'attaquer l'Europe, d'attaquer l'Allemagne en particulier, sur le fait qu'elle ne fait pas ce qu'il faut pour soutenir non seulement l'emploi et l'activité de ces populations, mais l'emploi et l'activité de l'économie mondiale. Mais donc c'est la fin de cette table ronde sur la fin de la mondialisation, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra sans doute souvent au cours des prochaines années.